tout le monde. Écoutez, je suis ravi de vous voir nombreux autour de ce webinaire, autour d'un concept qui fait le buzz là, dans le e-commerce depuis quelques années maintenant, le fameux headless. Et donc, headless, un mot qui veut dire sans tête, si on le traduit littéralement en anglais. On s'est dit que ce n'était pas très autoporteur. Et puis, de deux, c'est souvent associé à un sujet d'architecture et donc souvent associé à un sujet très, très actif. Donc, avec les quelques acteurs qui sont autour de la table, on s'est dit que ça serait intéressant d'organiser une table ronde avec les experts du marché pour vulgariser ce concept. Et le vulgariser, c'est surtout vous expliquer quelle valeur métier il peut vous apporter. Donc, en quelques mots, en guise d'introduction, qu'est-ce que c'est que le headless? C'est un concept qui permet dans le e-commerce de proposer le même service, la même fonctionnalité e-commerce à vos utilisateurs dans les différents canaux de communication, d'interaction avec vos clients. Et là, on fait référence au fameux omnicanal. Pour donner un exemple très vite concret, il y a toujours un panier sur un site e-commerce qui vous permet d'ajouter vos différents produits. Eh bien, le headless, il permet de rendre ce panier accessible depuis votre site e-commerce, mais également sur tous les canaux d'interaction avec vos clients, que ce soit votre application mobile, le portail pour vos commerciaux, la tablette vendeur si vous avez des magasins. Ça permet de découpler quelque part les services que propose votre entreprise via le e-commerce, des interfaces ou des canaux d'interaction. Et donc, ce concept, il a permis à certains acteurs qui sont autour de la table de se focaliser sur certains services métiers et de se spécialiser sur ces services métiers. Et donc, on retrouve par exemple Algolia et David qui représentent cette société qui va être focalisée sur les domaines de la recherche et du merchandising. Fluent Commerce, représenté par Thomas, plutôt pour le suivi des commandes et la gestion des stocks de manière omnicanale. Et enfin, Hubert pour Commerce Tools, plutôt sur les domaines des catalogues produits et du tunnel de commande. Et cette manière de composer votre site e-commerce par domaine fonctionnel, c'est un concept qu'on appelle le composable commerce. Et donc, dans cette heure, on va vulgariser le headless comme j'ai commencé à le faire, et puis parler aussi de ce nouveau concept qui est le composable commerce. Donc, indirectement, j'ai fait un petit tour de table en présentant les différentes sociétés. Il me reste à vous présenter Xavier, qui est notre master of cérémonie du jour, qui est business stratégiste chez Capgemini depuis une bonne quinzaine d'années et qui est la porte-parole des équipes métiers de nos clients et qui va vous donner son point de vue métier sur ces deux concepts et va surtout nous poser pas mal de questions pour se mettre dans les chaussures des métiers. Merci Manu. Bonjour à tous. En introduction, du coup, je vais peut-être vous raconter quelques petites histoires de mon expérience sur ce sujet, parce que en fait, comme toutes les révolutions technologiques, vous vous doutez bien que celle-ci, c'est pas un beau jour, on s'est dit ça y est, on va passer à du headless, du composable, etc. Il y a toute une histoire. Alors en fait, j'ai essayé de regrouper quelques constats et je suis un peu la chronologie de ce que j'ai pu voir dans ma carrière. C'est le premier constat, c'est qu'il y a eu un accroissement de la maturité de nos clients finaux sur le commerce. Explosion du commerce sur tous les marchés. Et du coup, ceci a poussé en fait aussi les entreprises à être de plus en plus matures. Du coup, clients plus matures, équipe interne de nos clients plus matures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marques et les entreprises ont passé un peu leur temps ces dernières années, même si elles avaient des belles plateformes qu'on appellera monolithiques, standalone, comme on veut, ils avaient des belles plateformes et ils ont passé un peu leur temps à débrancher des fonctionnalités ou des solutions pour en rebrancher d'autres parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs hyper pointus à cette époque-là, donc je remonte à 4-5 ans. Et donc, ils ont d'abord débranché le search, le merge, l'émergence des moteurs de recommandation personnalisés et dirigés par l'intelligence artificielle, mais aussi des moteurs promo, etc. Donc, ils ont commencé à un peu déshabiller la mariée pour repluguer des outils. Puis, maturité aidant, en fait, c'est toute l'expérience client qu'on a voulu améliorer. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire améliorer une expérience client dans le commerce? Ce n'est pas que les interfaces digitales, c'est vraiment tout de bout en bout. Donc, on a vu arriver depuis quelques années les OMS,
Alors qu'avant, les premières années du développement de l'e-commerce, on en parlait peu. Aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet clé parce qu'on veut savoir, nous, consommateurs finaux, où est le produit, quand est-ce que je vais l'avoir, comment je peux choisir mon mode de livraison, d'ailleurs son coût également. Et puis arrive ensuite le PIM, parce que tout le monde s'est dit, bah, finalement, cette information produit qui dirige l'entreprise dans son ensemble, hein, parce que le Product Discovery va être un sujet clé. Le PIM se développe de plus en plus. Maintenant, on va aussi arriver de plus en plus de nos clients qui disent, ah, puis j'aimerais bien un DAM, parce qu'aujourd'hui, on veut parler sur du social, on veut parler sur des partenaires, sur des plateformes, sur des marketplaces, etc. Donc, le DAM arrive. Donc, on voit ainsi que, je ne vais pas faire la review de toutes les technologies, mais maturité aidant, voilà, ça se compose, comme disait Manu. Deuxième constat, c'est qu'on a vu aussi, on a parlé du one commerce, de l'omnicanalité. Donc ça, c'est l'explosion du nombre de contacts, du nombre de points de contact, et on veut que le client ait la même qualité de service, qu'il soit sur nos plateformes digitales, mais aussi quand il appelle le service client ou quand il chatte avec, ou quand il est en magasin avec toutes les interfaces in-store. Mais il y a aussi eu en parallèle la révolution du mobile. Alors, on a tous parlé du mobile first. Chez certains de nos clients, quasi 80% de l'audience est mobile. Je ne parle pas du tout de transfo aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, mince, cette audience, il faut qu'on arrive à la servir. Et donc, on s'est remis à penser les sites mobile first. Mobile first, mais le problème, c'est que du coup, on tuait un peu l'expérience sur desktop. Alors, on s'est dit, mince. Alors, un nouveau concept a émergé qui s'appelait les PWA. Vous savez, Progressive Web App, en imaginant que ça allait nous changer la vie. En gros, ça n'a pas forcément résolu nos problèmes d'interface parce que ça a plein de qualités, mais pas celle de modifier mon problème d'interface. Donc, on voit que le mobile nous a aussi forcé à se dire comment je fais une expérience mobile top, une expérience desktop top. Et dernier constat, parce que la liste est longue, c'est forcément, on ne peut pas passer sous silence notre belle crise sanitaire qui a finalement, le gros avantage, c'est que ça nous a forcé à nous secouer un peu, à repenser en fait le commerce digital. Il est rentré dans une dimension nouvelle où on ne parle plus que de digital, on va parler du live streaming, on va parler de l'explosion aussi des rendez-vous virtuels qu'on a fait pendant la crise et qui maintenant se prolongent et les entreprises se réinventent ce moyen de vente qui est juste un moyen de vente à distance. Et puis, tout ce qui va être la vente assistée par la réalité augmentée. Maintenant, on voit une capacité, notamment des services clients, à avoir des chats face à face, d'utiliser de la réalité augmentée pour faire essayer des produits à distance, etc. Donc, en un mot, on a bien vu, il y a une explosion des points de contact donc en front, il y a une explosion des solutions en back. Je vous ai fait un résumé un peu rapide, donc ça montre en fait cette révolution. Et puis, je voudrais rajouter quand même une chose qui est un peu l'origine du thème qu'on a voulu aborder aujourd'hui, c'est que quand on voit ça, forcément, le client est exigeant, le client est un peu casse-pied, donc les équipes métiers doivent aller plus vite, plus vite, plus vite. Elles vont lancer notamment, par exemple, des nouveaux rayons. On a eu l'expérience chez un client, il voulait lancer carrément une nouvelle offre. Sauf que lancer une offre, côté métier, c'est un peu loin à construire, hein, les produits, les références, les prix, etc., trouver le bon marché. Mais une fois qu'il est prêt, il dit, bon, allez, maintenant, je vais aller en ligne. Équipe IT, est-ce que vous pouvez me mettre en ligne? Ce serait bien que ce soit prêt dans 3 semaines. Comme vous imaginez, ce n'est pas possible dans les organisations actuelles. Donc, il y a eu une tension comme ça qui s'est créée entre des équipes métiers qui veulent aller plus vite et des équipes IT qui veulent aussi être sûres que quand même tout soit solide, fiable, robuste et puisse engager dans l'avenir. Donc, du coup, de tout ça, on a bien vu qu'il a fallu donner plus de liberté aux métiers, au front, plus de liberté au bas, d'où cette histoire du LS. Donc, je vais m'arrêter là sur cette petite histoire qui avait comme objectif de chauffer un petit peu le sujet. Et je vais donc me retourner vers mes experts pour leur poser quelques questions. Alors, la première question que je vais poser, ça va être une question assez simple, mais assez vaste. On va commencer par une question large, où chacun, je sais, va pouvoir me donner des beaux exemples pour me convaincre. En fait, ma question est comment on en vient au headless? Parce qu'en fait, quand on écoute les experts, quand on écoute aussi nos clients, il y a potentiellement plein de raisons d'y aller. Il n'y en a pas qu'une seule. Et je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule raison pour aller au headless et qu'il n'y a pas un seul chemin pour y parvenir. Je pense que Hubert, tu as un point de vue assez clair sur ce sujet. Oui, je suis assez d'accord. Par où on commence avec cette histoire du headless? Ça commence, comme tu l'as bien dit, Xavier, par des besoins métiers. Et aujourd'hui, il y a tellement d'évolutions
que ça offre finalement beaucoup de chances de se poser la question et de commencer une histoire headless dans son entreprise. Et le problème récurrent, c'est que finalement, le métier a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives et que de l'autre côté, l'IT peine à délivrer aussi rapidement, comme tu l'as dit. Je vais vous donner un exemple qui a été documenté. Il s'agit d'un retailer dans le luxe en Angleterre qui s'appelle Debenhams. Vous connaissez sûrement de nom. Et il y a quelques années, ils ont une urgence métier qui était d'améliorer et de travailler sur le site mobile. Et quand le métier avait cette urgence, ce besoin pressant, l'IT leur disait on aimerait bien pouvoir vous aider, mais on a d'autres priorités, on doit travailler sur d'autres choses, donc il va falloir attendre. Et le métier ne pouvant pas attendre, ils ont décidé finalement de faire ce site mobile, de le réaliser en dehors de leur legacy monolithique. Et ça leur a pris 1 mois de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois après avoir lancé ce site, au bout d'1 mois de travail, ils ont pu l'améliorer quasiment toutes les semaines. Pourquoi ils ont pu avoir cette agilité? Parce que le site mobile était en dehors du legacy monolithique. Et ça a mis en lumière finalement un problème que je suis sûr tout le monde peut s'identifier. Au même moment où ils ont travaillé sur ce site mobile, donc 1 mois de travail, les équipes qui travaillaient sur le monolithe e-commerce de Debenhams ont travaillé pendant 3 mois sur refaire le listing produit et ça leur a coûté 400 000 €. Et donc, ça a fait émerger finalement, ça a mis la lumière sur un problème qui était de dire comment ils utilisent leur argent, comment faire pour être plus efficace, puisque d'un côté, j'ai mon équipe business qui travaille sur un site isolé, découplé de l'e-commerce, qui sort des résultats rapidement, et de l'autre côté, j'ai un travail lourd sur ce monolithe. Et donc, ça a commencé à apporter finalement un nouveau point de vue en interne, certaines discussions entre le business et l'IT, qu'il y a peut-être une façon plus efficace de travailler, une façon plus efficace d'utiliser leurs ressources et leur argent. Et donc, la suite de l'histoire, finalement, c'est qu'il y a plein, comme je disais, il y a plein de secondes chances qui se présentent, il y a plein d'initiatives. Et l'idée, c'est de sélectionner l'approche ou la solution qui soit, on va dire, best of need, c'est-à-dire qui est la plus appropriée pour un besoin bien précis. Et ça peut être sur plein de sujets, dont par exemple le search. David, je te passe la parole pour donner une illustration sur le search, par exemple. Oui, je te remercie beaucoup, Hubert. Donc, effectivement, une autre approche du headless, c'est de se focaliser sur un objectif métier très précis. Du côté de ce qui est recherche et toute la partie découverte, ce moment où le client essaye soit d'être inspiré, soit de trouver quelque chose qu'il ou elle cherche. Si on essaie de se focaliser là-dessus et d'augmenter ou de mettre en œuvre des projets qui permettent d'augmenter certains KPI comme les taux de conversion, par exemple, qui sont en général assez bas, le headless permet de le faire de façon très rapide, mais aussi de le faire une fois et de le déployer un peu partout. Alors, quand vous avez des clients comme pour nous, Ubisoft, qui ont découvert ou connaissent leurs clients suffisamment bien pour savoir que quand on fait une recherche autour d'un jeu vidéo, on ne cherche pas que le jeu vidéo, on cherche une communauté, on cherche des conseils, on cherche des extensions. Et donc, c'est très important de mettre très rapidement en face des joueurs ce que l'on pense qu'ils cherchent ou qu'ils essaient de trouver. Donc, on parle on parle pas de recherche, mais de trouvage d'une certaine façon. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les clients trouvent immédiatement ce qu'ils cherchent. Et Ubisoft ont essayé de travailler sur ce concept, mais de façon complète. C'est-à-dire que leur idée, c'est quelque chose que tous nos clients ont en commun sur tout un tas de pays, dans tout un tas de langues. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des logiques algorithmiques qui permettent de mettre en place des pages produits extrêmement riches qui vont permettre aux clients d'être très intéressés et d'acheter soit le jeu, soit les extensions, soit les services qui sont associés, et de déployer ça dans plein de pays sans pour autant avoir à gérer ça à travers l'IT qui va prendre un temps incroyable à faire ça dans chacun des pays. Le headless, ça permet de faire ça et Ubisoft a déployé en 2 mois
Sur leur site anglais, ils ont eu une augmentation du taux de conversion de 20% immédiatement. Le troisième mois, sur leur site français, là, il y a eu 35% d'augmentation de taux de conversion. Et ils ont déployé sur 17 sites dans 39 pays dans les 6 mois qui ont suivi. Et ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait à travers leur plateforme monolithe, qui aurait dû faire des projets longs dans l'IT, qui devaient s'insérer avec le reste du boulot que l'IT devait faire, évidemment, alors que là, ils ont pu avoir une équipe dédiée qui a délivré ce genre de logique extrêmement rapidement. Et ça, je pense que c'est en haut du panier, si vous voulez. Quand on descend et qu'on passe à tout ce qui est gestion de commande et livraison, effectivement, qui est le domaine de Thomas, et je te passe la parole, il y a les mêmes genres de concepts qui s'appliquent, évidemment. Exactement, exactement. Et à l'instar en fait de ce que tu disais sur trouver la bonne information de produit, nous ce qu'on veut proposer, c'est aussi permettre de connaître la bonne information sur le statut de la commande et le mode de livraison justement de ce produit-là. Donc, alors ce qu'on a pu voir nous aussi, c'est évidemment, pour rappel, on a eu une période tous un peu compliquée. Beaucoup de marques ont voulu accélérer. Je pourrais vous parler de différents cas clients, des entreprises assez grandes comme par exemple JD Sport ou par exemple des équipes plus réduites comme Breitling par exemple dans le luxe. La problématique Breitling, elle est intéressante parce que c'est un vrai cas headless en l'occurrence. Ce qu'ils voulaient faire, c'était déployer eux un site développé en interne chez eux et ils voulaient en fait s'équiper d'une solution leur permettant de visualiser les stocks en temps réel puisque c'était là où le bas, je dirais, blesse. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était effectivement proposer cette vue consolidée agrégée des stocks rapidement. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec eux. On a été capable de sortir le projet en 4 mois et demi. Donc, c'est très, très, très rapide. Ils voulaient vraiment en fait accélérer sur cette partie headless et en fait préparer leur plateforme e-commerce pour les besoins de demain. Donc, c'est ce qu'on a vraiment été capable de faire. Et aujourd'hui, ça leur permet d'améliorer l'expérience client puisque tous leurs clients peuvent visualiser en temps réel très facilement le statut des produits. Donc, si demain vous voulez acheter une montre, par exemple, vous pouvez visualiser si le stock est présent en boutique. Sinon, justement, quel mode de livraison on peut vous proposer pour disposer du produit rapidement. Donc ça, c'est vraiment en fait des informations qui sont cruciales. Et aujourd'hui, c'est un des indispensables dans l'expérience client qu'on peut offrir. Et l'intérêt, c'est de le déployer très, très vite. Donc, c'est vraiment ce qu'ils ont été capables de faire avec des cycles agiles très courts, très resserrés et une équipe assez réduite. Voilà, pour le cas de Breitling, par exemple. Eh bien, merci à vous trois d'avoir fait déjà ce premier tour assez global. Alors, je relève quand même une information. J'ai appris un mot ce matin. Je ne connaissais pas le mot trouvage, mais je pense que je vais garder le concept pour essayer d'expliquer ça. Donc, merci à toi. Donc, je voudrais bien passer en fait à un deuxième sujet qui arrive toujours dans les conversations, qui dit qu'on voit que derrière, en filigrane, se dessinent toujours ces questions d'omnicanalité. Et j'ai entendu dire, voire et même dit parfois, qu'il faut, si tu as une stratégie omnicanale, alors il faut vraiment que tu penses à ces réflexions-là. Alors, omnicanal, très avancé, très poussé. Donc, du coup, ma question, c'est que je me dis, quel est le rôle, en fait, du headless dans une stratégie omnicanale? En quoi le headless serait une meilleure option pour une marque qui serait réellement omnicanale, qui aurait explosé son nombre de customer touchpoints? Et où y a-t-il un nombre minimum de points de contact à partir duquel je me dis, bon, là, maintenant, il faut y aller. Du coup, devant toutes ces questions un peu de headless, il me semble, Hubert, que tu dois avoir un avis un peu tranché sur ce sujet. Ouais, en fait, c'est le futur de nos clients, il est précisément là. Et pour te donner mon avis, finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir un minimum nombre de canaux, même avec un seul canal de vente. Ça peut complètement justifier un projet headless ou alors une mise en place. Un des sujets chauds du moment qu'on voit sur le marché, c'est ce qu'on appelle le headless checkout. Donc, vous imaginez, vous avez le tunnel d'achat et ça consiste en fait à la fin du tunnel d'achat, à positionner un panier d'achat, proposer un acte de vente là où le consommateur se situe et le plus propice ou le plus incité à passer une commande. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. On a un client Danone qui a une grande division qui vend des produits pour bébés. Et depuis des années, Danone a investi dans des sites très bien faits, de contenu, des sites qui racontent une histoire à
à la mère de famille sur ses produits pour bébé. Et ce n'est pas du tout un site transactionnel comme on pourrait l'imaginer. Et ils se sont dit comment on pourrait aller à la prochaine étape, monétiser cette expérience. Alors, l'option numéro 1, un peu bateau, c'est de mettre un lien vers Amazon. Et puis, du coup, ça casse l'expérience de l'acheteuse sur le site. C'est dommage. L'option 2, c'est de faire un autre URL qui emmène vers un webshop, qui est encore un autre site. Et c'est pareil, ça casse le parcours d'achat. Et donc, c'est là où le headless checkout arrive. C'est en fait, on vient positionner un panier d'achat, comme tu l'as dit, Emmanuel, au moment le plus chaud, là où le consommateur est le plus prêt. Et donc, on ne vient pas refaire toute une expérience e-commerce, mais on vient juste enrichir un canal existant. Et donc, comme Danone, ça peut être qu'un seul canal de vente finalement, ou un seul canal d'expérience avec leurs clients. Et il y a un deuxième exemple un peu plus radical. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture Audi complètement électrique. Vous êtes sur les routes allemandes, vous savez, là où il y a les tronçons vitesse illimitée. Et Audi peut vous proposer un acte d'achat dans le tableau de bord de la voiture qui consiste à acheter plus de puissance à ce moment-là, dans le contexte du conducteur. Et donc, voilà, c'est ça un peu le futur pour nos clients, c'est d'être prêt à pouvoir exposer des actes de vente, à enrichir des expériences avec un mode d'achat, avec tous les nouveaux canaux de vente qui apparaissent aujourd'hui, mais qui vont continuer d'apparaître et d'être justement flexibles pour facilement les embrasser dans un écosystème. Voilà ce que j'en pense. Et Thomas, tu ne voulais pas rebondir sur ce point de vue un peu tranché? Oui, effectivement. Nous, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est, encore une fois, en regardant dans le rétroviseur, ces 18 derniers mois, même si on en sort, je l'espère, bientôt. Mais c'est la seule certitude qu'on a pu voir de ces 18 derniers mois, c'est qu'il faut se préparer justement à l'incertitude. Et appliquer dans notre métier, qui est l'orchestration des commandes, par exemple, et la mise en place de nouveaux circuits de livraison pour nos clients, c'est cette notion de flexibilité. Puisqu'en fait, beaucoup de retailers qui avaient déjà engagé, en fait, par exemple, des stratégies omnicanal réelles ont simplement accéléré pour justement sortir par le haut de cette crise. En l'occurrence, d'autres n'avaient pas forcément anticipé suffisamment à l'avance et se sont retrouvés face à des difficultés majeures, puisque quand on a des magasins qui ferment, c'est tout un pan du business qui est remis en question. Donc, nous, ce qu'on a pu constater, je le citais tout à l'heure avec des entreprises comme JD Sport, par exemple, en Angleterre, qui est un des distributeurs majeurs dans les articles de sport et dans la partie fashion, c'est que cette entreprise avait, par exemple, anticipé avec nous. Et aujourd'hui, dans la crise, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une énorme partie de leur business était fait, par exemple, en ship from store ou via justement l'utilisation de magasins comme des mini-entrepôts, finalement, pour tout simplement déporter les ventes massivement sur la partie e-commerce. Donc ça, c'est vraiment clé. L'autre point aussi qu'on retient, c'est finalement s'adapter, puisque les processus, que ce soit les processus logistiques, de livraison, changent et s'adaptent en fonction de la crise. Et là, en l'occurrence, c'est comment peut-on faire pour refléter en fait rapidement et efficacement tous ces nouveaux process dans une solution pour être à l'écoute et répondre aux attentes des clients. Donc, ça peut être des nouveaux modes de livraison, ça peut être par exemple une vue fine de la commande en s'appuyant par exemple sur des nouveaux réseaux, d'accord? Et c'est cette agilité réelle qu'on doit travailler et ça passe par ce que je disais tout à l'heure, des circuits courts, des phases de projet beaucoup plus courtes que précédemment. On parlait tout à l'heure de solutions assez monolithiques où on s'engageait sur des périodes de projet de 12 mois, 18, 24 mois, etc. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui avec nos clients, c'est être capable de partir presque par défaut sur des cycles courts de MVP pour prouver justement et essayer de s'attaquer au sujet clé business et ensuite continuer à enrichir ces nouveaux processus tous les mois, tous les 2 mois par des livraisons de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vraiment comme ça qu'on traduit cette agilité dans l'orchestration des commandes et qu'on est capable d'accélérer vraiment sur cette stratégie d'omnicanalité pour les retailers. Voilà. Une autre chose que je voudrais ajouter dans ce domaine-là, c'est effectivement le headless amène 2 concepts qui sont très importants pour le domaine dans lequel nous travaillons, qui sont la continuité et le contexte client. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'omnicanalité, on la considère souvent pré-vente, c'est-à-dire que le client va interagir afin d'acheter un service ou un produit. Mais ce que Covid a amené en particulier, c'est l'importance de l'après-vente et de pouvoir transporter
le contexte du client et une certaine continuité d'interface en après-vente est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Alors, l'exemple d'un client français d'Algolia que je ne peux pas nommer, mais qui est dans la mode et qui vend des objets un peu de luxe, a réussi à intégrer le moteur de recherche, donc l'accès à toutes les informations produits dans ses équipes d'après-vente qui gèrent les retours, qui gèrent les problèmes, qui ont les clients au téléphone ou qui discutent avec eux par email ou par chat, et de pouvoir leur donner accès, une fois qu'ils ont identifié le client, au contexte du client, au même type de recommandations que le client aurait, afin d'essayer de sauver la vente d'une certaine manière ou de proposer des remplacements qui sont un peu pertinents. De la même manière, le contexte aussi devient très, très important. Où suis-je pour tout ce qui est dans le retail? Est-ce que le produit que je veux est disponible dans le magasin qui est à côté de moi physiquement ou dans ma région, etc. etc. Donc, ce genre de contexte peut être mis en place à travers des modèles headless de façon très simple, comme Hubert l'a donné, aller aux moments les plus opportuns et les plus pertinents pour optimiser l'échange client et la vente au bout du compte. Merci, parce que du coup, je vois que cette question quand même d'omni ou de pluri ou de multi est un vrai sujet. Juste, j'ai vu popper dans la conversation une question autour des TCO, du TCO et du revers de la médaille. En TCO, on en parlera à la fin, on parle d'argent à la fin, c'est le classique. Sur le revers de la médaille, alors là, je vais du coup aborder un point, c'est pas tant le revers de la médaille, mais un point d'attention. Et je vais du coup parler un peu d'organisation, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a plein de bénéfices à aller chercher, d'abord à penser différemment, à aller chercher des solutions très spécialisées, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment ça impacte du coup mon organisation, notamment l'organisation métier, mais pas que. Et du coup, il y a plusieurs sujets, c'est comment on s'assure que les vendeurs, que les solutions, tout le monde travaille bien ensemble dans le déploiement des technologies et que tout le monde est synchroné, que ça va bien se passer, parce que c'est quand même notre stress tout le temps. Et de la même façon, côté équipe métier, comment on est sûr qu'elles ne vont pas travailler en silo? Parce que moi, j'ai des clients où même déjà avec une belle plateforme monolithique, les équipes web, content, trafic, merch, etc. travaillent en silo. On est obligé de créer des surcouches pour les faire parler. Et je me dis, mais demain, est-ce que du coup, chacun ne va pas être avec son petit outil et du coup, travailler en silo? Emmanuel, est-ce que tu as un point déjà à nous dire dans ce point de vue un peu macro? Ouais, je peux. Ouais, déjà, je peux partager quelques bonnes pratiques là, qu'on observe là, dans l'organisation des équipes e-commerce depuis pas mal d'années. Il y a 2 points que je vais détailler. Il y a la nécessité de spécialiser les équipes. Le e-commerce est devenu trop large pour être maîtrisé de bout en bout par les mêmes personnes. Et 2, la nécessité de rassembler les équipes métiers et les équipes IT autour des mêmes enjeux et des mêmes KPI. Donc, pour le point sur la spécialisation des équipes, en fait, on a la nécessité de spécialiser les personnes dans des domaines du e-commerce. Et c'est les mêmes domaines dont on parle depuis tout à l'heure, le search et le merch, la partie focus sur la gestion du catalogue, la partie sur le checkout. Et donc, on a des équipes qui se sont spécialisées. Et pour répondre à les questions d'agilité et de rapidité que citait Thomas tout à l'heure, eh bien, on a essayé de découper les plateformes monolithiques pour essayer de délivrer plus vite de la valeur sur chacun de ces sous-domaines. Et c'est ce qu'on a appelé des feature teams, des product teams qui vont être focalisés sur cette partie-là. Eh bien, ce composable commerce ou ce headless, naturellement, propose un découpage IT, certes, mais un découpage IT qui permet l'organisation métier et IT sur un même domaine et qui permet du coup de délivrer régulièrement de la valeur sur ces sous-domaines du e-commerce. Et donc, c'est là où le headless et où le composable commerce peuvent quelque part faciliter cette organisation des équipes plutôt spécialisées, des petites squads qui peuvent aller plus vite pour délivrer de la valeur. Et le deuxième point, j'en ai parlé indirectement, c'est que en faisant ça, on peut rassembler les équipes métiers et les équipes IT
pour bosser sur un même sujet et faire en sorte que ces équipes se comprennent un peu mieux. On parle de DevOps beaucoup dans l'IT pour que les équipes de dev et les équipes des opérations se parlent et se comprennent. On pourrait parler de BizOps pour que les équipes business, dev et opérations, quelque part, aient les mêmes enjeux de délivrer de la valeur régulièrement sur le métier. Et donc, ce concept peut avoir quand même quelques conséquences parce qu'on passe d'une roadmap d'un éditeur à quelque part X roadmap. Eh bien ça, quelque part, cette organisation par équipe spécialisée, elle permet à chacun de suivre la roadmap de son produit et puis et de délivrer régulièrement en fonction du produit qui est choisi et puis de la valeur complémentaire qu'on peut ajouter. Et ça nécessite effectivement, par contre, d'apporter une surcouche d'organisation, mais ça, c'est déjà propre au monolithique, pour quelque part savoir quelle est la bonne valeur qu'on veut ajouter, quelle est la priorisation qu'on veut donner à la roadmap sur ces différents sous-produits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a l'habitude d'accompagner nos clients ou que nos clients ont l'habitude d'organiser par eux-mêmes. Et c'est vrai que tu dis, Manuel, pour aller effectivement dans ton sens, nous, c'est vrai que dans les projets qu'on voit aujourd'hui, alors bien évidemment, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais de plus en plus, ce qu'on voit, toi, tu parlais de feature team, nous, on parle par exemple de core team, où effectivement, on va avoir des rôles pivots qui vont en fait vraiment gommer la frontière entre le métier et l'IT, où ce n'est pas deux équipes qui travaillent en fait en silo, mais c'est vraiment une équipe qui va unifier en fait ces deux équipes business, qui va traduire vraiment le besoin business dans un vocabulaire solution IT pour le coup. Et on va avoir l'émergence, par exemple, de PO, donc des product owners, qui vont être très sachants sur la solution et qui vont travailler aux côtés de l'équipe métier. Donc ça, de plus en plus, on le voit. Et l'avantage de ça, c'est être vraiment capable d'aller vite parce qu'on va avoir des sachants de la solution qui vont travailler au sein des équipes business pour aller beaucoup plus vite dans le delivery. Voilà. Et j'entends souvent, quand on discute avec des clients, des responsables métiers qui disent oui, mais c'est compliqué tout ça, voilà, on ne comprend pas. Et en fait, il faut démystifier ça un petit peu parce que cette organisation-là, elle existe depuis que Ford a inventé la chaîne d'assemblage. Hein, c'est exactement ça. Donc, ce n'est pas nouveau comme concept, c'est juste l'idée qu'on passe d'un one-man band, quelqu'un qui fait 40 instruments ensemble, à un orchestre symphonique. Alors évidemment, il faut un chef d'orchestre, mais au moins, on a deux avantages certains. Ce que disait Thomas, c'est que les musiciens sont des spécialistes, des gens sachants qui sont extrêmement forts à faire ce qu'ils font, qui vont d'ailleurs se dédier à améliorer leur instrument et leur craft le mieux possible. Et ensuite, aussi, on peut composer l'orchestre en fonction de la pièce qu'on veut jouer. Donc, ce que ça veut dire pour les entreprises, c'est qu'on peut composer son commerce en fonction de la concurrence, en fonction de l'équipe, de nos objectifs et qui peuvent être très différents. Au lieu d'avoir tout le monde la même voiture et on essaie de faire des petits tweaks pour que ça aille plus vite, on peut construire sa propre voiture et courir la course sur laquelle on est. Donc, il faut le démystifier un peu. Je pense que ce ne sont pas des choses nouvelles dans le principe. C'est juste une maturité qui permet de mettre ça en place dans le monde du commerce. Exactement. OK. Merci pour ces réponses sur l'organisation. Donc, de toute façon, il y a toujours un sujet d'organisation, quelle que soit la thématique. Et du coup, pour aller, je dirais, une étape d'après, et je reviens peut-être un petit peu à l'origine de tout ce sujet entre l'IT et le métier. On voit aussi que le gros avantage, et j'aime bien ces notions de core team, de feature team, où on mêle les équipes. Parce que dans nos premières années du e-commerce, on le voyait quand on travaillait avec l'IT d'un côté et le métier de l'autre. De toute façon, ça va foirer tout le temps parce que le métier était buté sur ses convictions et l'IT avait ses contraintes, ça ne marchait pas. Donc, de travailler jointement, ça marche bien. Mais je me dis, il y a peut-être là dans la salle, on va dire, la salle virtuelle, des gens qui se disent, moi, je suis métier et j'ai bien envie d'y aller. Parce que je voudrais accélérer, etc. Mais peut-être que pour tout un tas de raisons, son équipe IT, pour l'instant, ne met pas à l'ordre du jour. Et est-ce que vous auriez, mais assez rapidement, quelques peut-être trucs et astuces ou peut-être quelques arguments pour que l'IT se dise « Ok, il faut que j'ouvre le sujet ». Thomas. Je poserais peut-être d'abord une question là-dessus par rapport à ce sujet-là. C'est une question simple, mais est-ce que la DSI aujourd'hui, par exemple, peut totalement ignorer l'approche composable commerce ou headless?
C'est une vraie question, puisque si on se met du coup du côté de l'IT, ça peut être des sujets comme par exemple comment j'équilibre mon risque. Plutôt que de m'appuyer sur une solution monolithique qui va couvrir beaucoup de choses, je peux peut-être m'appuyer et diluer mon risque sur finalement plusieurs applications, plusieurs solutions, je dirais best of breed, qui peuvent couvrir de façon très pointue des besoins métiers qui sont précis. Donc ça, par exemple, c'est effectivement un des enjeux qui est que je peux aller plus vite sur des solutions expertes et finalement, j'équilibre mon risque en choisissant plusieurs solutions. Alors évidemment, après, il y a un enjeu effectivement dont on peut parler autour de l'intégration, tout ça, mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche API. Je prépare mon architecture avec des solutions expertes que je pourrais ou pas enlever, remplacer si besoin, en fonction effectivement de l'évolution de mon business. Je voudrais partager deux types pour complémenter sur ce que tu dis, Thomas. Le premier type, c'est qu'il faut changer un peu de mindset ou d'état d'esprit sur cette histoire de replatforming qui peut paraître lourde et coûteuse et du coup qui peut faire freiner la DSI des cas de fer. On ne voit pas vraiment beaucoup de projets de replatforming quand il s'agit de headless. On voit plutôt des projets qui consistent à déshabiller le monolithe avec du coup des petites optimisations. C'est l'histoire de Debenhams que je racontais avant, mais par exemple aujourd'hui Promode en France est live aujourd'hui le 12 octobre sur Commerce Tools. Ils n'ont pas fait un gros projet de replatforming, ils ont fait une amélioration. Et c'est le cas de la majeure partie de nos clients, c'est déshabiller le monolithe plutôt que faire un projet lourd. Donc, c'est le premier type. Je pense qu'il faut changer le mindset et essayer de l'approcher comme une optimisation de l'existant qui peut partir sur le search ou sur d'autres sujets. Et le deuxième type, c'est que c'est cette histoire de risque commercial parce qu'on parle de plateforme, d'avantages et d'inconvénients. Il y a toujours une finalité commerciale et pour avoir travaillé chez SAP, chez Salesforce, il y a toujours ce risque de s'engager pendant 10 ans avec une plateforme et mettre tous les œufs dans le même panier. Puis ça prenait 3 ans de divorce douloureux pour en sortir. Et donc, l'avantage de ces solutions qu'on représente, qui sont plus modernes, Algolia, Fluent et Commerce Tools, c'est d'avoir des politiques commerciales aussi qui sont plus flexibles. Ou pour les puristes de cette approche composable, normalement, c'est facile de remplacer, c'est facile de nous remplacer, c'est facile d'apporter de la flexibilité. Et donc, les modèles commerciaux, les modèles de contrat sont alignés avec ce concept un petit peu de dérisquer, de ne pas s'engager sur des périodes hyper longues. Ça peut être un deuxième argument aussi pour les métiers. Désolé Xavier, je vais te piquer le rôle de Master of Ceremony, mais moi je me mets à la place du DSI, j'entends tous vos arguments, je me dis c'est bien, mais au plus je mets des solutions logicielles ensemble, au plus j'ai des coûts d'intégration qui risquent d'être élevés et donc j'embarque du risque associé. Qu'est-ce que vous répondez à cette crainte? C'est une crainte qui est légitime, parce que c'est vrai qu'on en a plus. Cela dit, le marché s'organise et nous nous organisons aussi parce qu'on comprend bien qu'on vit dans des écosystèmes. Nous sommes nés dedans et on sait qu'on ne vit pas en silo. Le silo, ce n'est pas quelque chose qui est un concept étranger au marché. Donc, nous travaillons ensemble au sein d'alliances comme la Mac Alliance, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, qui est un consortium de fournisseurs dont nous trois faisons partie, mais aussi des intégrateurs, des influenceurs, des clients qui sont ambassadeurs dans cette alliance et dont le rôle est d'éduquer effectivement le monde de l'IT et du business autour de ces concepts de headless, de former les gens et aussi et surtout en ce qui nous concerne, d'être sûr que nos API en fait sont intégrables, de créer des patterns, de les documenter et de rendre ça disponible au marché pour rendre ce que disait Hubert le plus facile possible, c'est-à-dire que pouvoir nous enlever et nous remplacer par quelque chose. Et ça permet quelque chose de bien. Et l'exemple d'Ubisoft en est une illustration importante. C'est que l'état d'esprit dont parlait Hubert, c'est aussi de passer de tunnels de projets énormes dont on ne sait pas combien de retard on va avoir à la fin, à une série de victoires, en fait. Des choses, comme je l'ai dit avec Ubisoft, ils ont déployé l'Angleterre. Tout de suite, il y a eu des résultats sur les taux de conversion. Pareil en France. Donc, si on arrive à spécialiser les déploiements et à mesurer ces déploiements en termes positifs,
eh ben, ça change la dynamique un peu des projets IT et le DSI devient un héros et pas quelqu'un qui freine des cas de fer tout le temps. Donc, messieurs et mesdames les DSI, prenez ça dans ce sens-là. Devenez les Merci du héros. conseil. Merci du conseil. Time flies. Donc, je voulais vous poser une dernière question parce qu'à un moment, je suppose que devant tant d'enthousiasme, nous avons convaincu un certain nombre de personnes dans la salle et on reviendra parce qu'il y a quelques questions intéressantes, mais on y reviendra par la suite. J'avais quand même un dernier sujet. Maintenant, OK, je suis convaincue, je veux y aller. Et du coup, la question, c'est en fait, comment j'y vais? Aujourd'hui, on a les bons experts, mais c'est de se dire qu'est-ce qui doit changer dans les évaluations des solutions. Si je fais un appel d'offres, est-ce que c'est différent d'un RFP standard, même si je vous dirais que vu le panel qu'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des RFP, mais y a-t-il en fait une façon de les faire? Est-ce que je peux faire un POC? Comment je peux en fait préempter et prévoir un peu la rentabilité de tout ça? Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une question sur TCO et on sait bien que au-dessus de ce sujet du headless et du composable plane toujours la question de l'investissement et de la marche à franchir pour y arriver. Donc, je crois que sur ce sujet, Hubert, tu voulais commencer à prendre la parole. Ouais, parlons-en des appels d'offres parce que du coup, moi, ça fait dizaines d'années que je les pratique, ces appels d'offres, les fameuses 500 ou 1000 questions avec plein de fonctionnalités et la liste au Père Noël. Moi, aujourd'hui, Commerce Tools, comme on est une solution de niche sur le tunnel d'achat, quand on reçoit un appel d'offres de ce type, on n'y répond pas. David, pour Algolia, je pense que c'est pareil. Non. Thomas, sur l'OMS, c'est pareil, on n'y répond pas. Donc, du coup, ça vous ferme la porte à une approche un peu nouvelle. Et puis, je pense qu'il faut adapter la façon dont on évalue le type de solution qu'on représente pour mettre en avant plus l'interopérabilité des systèmes. Et le deuxième point, c'est que, étant donné que les solutions qu'on représente sont relativement modernes, c'est très facile de créer des environnements de test et donc on adore faire des POC. C'est vrai que dans mes compagnies précédentes, on détestait faire des POC. Maintenant, on adore ça. D'ailleurs, quand j'ai rejoint Commerce Tools, au début de cette année, il y avait un POC en cours en Angleterre avec une entreprise qui s'appelle Wiggle, qui distribue du matériel pour les vélos. Et en 3 semaines, ils ont travaillé avec un intégrateur comme Capgemini. Il y avait Fluent OMS, Commerce Tools, Ampliance le CMS et Adyen. Et en 3 semaines, ils ont dû démontrer l'intégration de ces 4 systèmes avec des parcours d'échange de données spécifiques. Voilà, 3 semaines, c'est soit vous avez le temps de réponse à un appel d'offres ou alors vous avez un POC concret, quelque chose de visuellement montrable à un directeur général ou un CFO. Et donc, je pense qu'il faut aller plus vers ce type d'évaluation qui est plus adapté et beaucoup plus agile. Je vais faire le bon élève, mais nous, on continue à les lire, ces RFP de 500 ou 1000 questions. Et du coup, derrière, on fait souvent un travail un peu de vulgarisation ou d'explication de comment on pourrait découper cet appel d'offres, comment on pourrait quelque part peut-être répondre de manière différente à ce qui est attendu. On le fait. Après, un peu comme vous, on préfère quelque part travailler en avance de phase avec les équipes métiers IT sur leurs problèmes pour identifier en dehors du classique RFP qui couvrirait l'ensemble des fonctions, comment on pourrait de manière chirurgicale répondre aux besoins métiers qui sont évoqués, qui sont prioritaires. OK. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 11h moins le quart. Avant que Manu tu nous donne le mot de la fin de cette table ronde, on va se retourner vers le public pour voir les questions parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc, qui veut commencer par quelle question? Moi, j'en ai une que je peux m'auto-poser peut-être. Pour ceux qui me connaissent. Je connais Xavier et je sais qu'il y a son obsession de la data. Donc, voilà, écoute, je te donne la parole, Xavier, avant qu'on passe à la suite.
Ouais, pour parce nous qu'en parler fait, un peu de la data. Ouais. c'est un sujet d'étude que je mène en parallèle à tout ça, parce que forcément, quand même, ce sujet du headless, du composable, on y travaille d'arrache-pied depuis plus de 2 ans. Et du coup, j'ai rendu dingue un peu aussi tous mes collègues plus tech. Et ma question était, du coup, par rapport à toutes ces architectures où j'expose le front, j'expose le back, qu'en est-il de ma data? Comment je vais faire pour piloter mon business, comment je vais pouvoir suivre avec finesse le comportement. Parce que jusque-là, on avait des plateformes, je faisais mon plan de marquage, les équipes font le plan de marquage et on fait des deep dives, des analyses, des dashboards, etc. Tout va bien et on peut vraiment suivre avec finesse un comportement. Et je me suis dit, mince, et du coup, avec le headless, est-ce que ça va changer les choses? Alors, du coup, de ce que j'en ai compris, en fait, non, je pourrais toujours faire mon plan de marquage en front, hein, comme on le fait aujourd'hui, par exemple avec Google Analytics. Sauf que, bon, vous le savez, hein, les adblockers, les policies d'acceptation des cookies, etc., ont mis un peu le bazar dans les metrics. Mais surtout, ce que j'ai découvert en fait en parlant avec les architectes de Capgemini, c'est que l'avantage du headless, c'est que ça va me permettre en fait de deep diver avec presque plus de précision, parce qu'on m'explique qu'il suffit de faire en fait une brique de monitoring qui va être transverse du front vers le back, où je vais pouvoir suivre ce qu'ils appellent des personas, du coup des comportements du front vers le back, et je vais pouvoir avoir une finesse, finalement, solution par solution, pour évaluer la réalité des comportements et les suivre tout aussi bien, voire avec plus de data crunching possible, ces différents éléments. Donc ça, juste pour rassurer ceux qui se posaient la question, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir continuer à s'amuser sur le pilotage business. Xavier, juste pour ajouter à ton histoire, nous partageons, et c'est le cas certainement de Commerce Tools et de Fluent aussi, nous partageons ces analyses statistiques et ces éléments analytiques à travers les API. Donc effectivement, c'est tout à fait transparent. Nous ne sommes pas un trou noir, etc. Et c'est le principe du headless. Effectivement, on sait que nous ne vivons pas dans un silo et on n'essaye pas de garder les trucs pour nous. Ok, donc maintenant que j'ai pu parler du sujet, mon sujet favori, Thomas, je crois que tu voulais prendre une des questions Oui. de la salle. Exactement, il y avait une question autour de la maturité et quels étaient les critères de maturité pour démarrer un projet. Alors, je ne sais pas si là-dessus, je réponds complètement à la question, mais je vais plutôt vous donner des exemples. Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de règles. Pour vous donner un peu sur quoi on va travailler avec certains pays qui sont par exemple moins matures que la France sur les domaines de l'e-commerce, qui n'ont pas eu plusieurs replatforming autour de la ceinture et qui partent dès le début, en fait, sur des plateformes complètement headless, avec des solutions spécialisées dans une architecture très API. Et ça, c'est ce qu'on voit en fait dans beaucoup de pays qui finalement veulent accélérer énormément leur transfert digital. À côté de ça, on va voir dans des pays comme la France ou en Europe plutôt en fait des stratégies par étapes qui vont être de finalement s'équiper de quelques solutions expertes finalement et de travailler autour de ça. En termes d'organisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait des pivots entre business et l'IT. Ça, je pense que c'est un des critères de succès. Et bien définir les tâches, puisqu'à la fin, lors du projet, ce qui va être clé, c'est de pouvoir arbitrer. Arbitrer entre l'urgence et la nécessité de ces fonctionnalités et l'implication côté IT. Et de manière générale, et ça c'est peut-être, je dirais, en conclusion sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ça c'est l'avantage des économies d'énergie, c'est que Sustainable. Tu as perdu la tête. Green, du coup, la lumière s'arrête. C'est effectivement ce que propose le headless aussi, c'est une formidable opportunité en fait d'innover et finalement de prendre le risque, puisque finalement évidemment personne n'a envie d'échouer des projets, mais si on se place, on prend un peu de recul à l'échelle de grands projets tunnels monolithiques qui ont pris 12, 24, 36 mois parfois, là les délais sont beaucoup plus courts et en fait vous avez la capacité d'innover, de vous lancer, de prendre des risques. Et encore une fois, à l'échelle d'un projet monolithique sur plusieurs années, si le projet ne devait pas aboutir, évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter et on sera là pour vous accompagner. Mais au fond, ce n'est pas grave. À l'échelle d'un projet très grand qui peut être très coûteux sur plusieurs années, et là, effectivement, ça peut être grave. Quand on parle de projet de quelques mois, si c'est bien travaillé entre le business et l'IT, ce n'est pas si grave. Voilà.
Ok, merci. Hubert, Ouais, tu voulais il y a prendre une question de Tanguy qui est intéressante, c'est quel est le revers de la médaille du headless? Est-ce que c'est des use cases métiers plus difficiles à atteindre? Je pense que non, puisque l'intérêt du headless, c'est de pouvoir avoir une stratégie best of breed ou best of need. Hein. On prend le meilleur pour répondre à un besoin. Est-ce que c'est un TCO plus élevé au démarrage? Peut-être, ça dépend, mais en tout cas, le TCO, d'après nous, il est bien meilleur dans le temps qu'une approche monolithique. Peut-être ce que je vois comme factuellement une difficulté à gérer avec le headless, c'est que vous passez de peut-être une solution à plusieurs solutions à gérer. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être pas prohibitif, mais difficile pour une organisation à gérer. C'est vous passez de un vendeur à plusieurs vendeurs à gérer. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gommer ou annuler. C'est une réalité. Ok, merci. Je vais prendre la suite. Là, il y avait une question de Tanguy là, sur la nécessité dans cette architecture headless de mettre une couche de middleware, d'API Gateway. Je ne vais pas m'étendre parce que le public était plutôt orienté métier comme IT, mais oui, c'est souvent ce qu'on recommande. Pour répondre à des enjeux d'omnicanal. Et donc, qui dit omnicanalité dit que les services qu'on propose, et là je reprends l'exemple du panier de Uber pour Danone, ben, ça veut dire qu'il y a X moyens d'appeler ce service et donc on a la nécessité d'exposer ces API pour avoir un accès à ces services. Ok, merci. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à tout. On pourra peut-être le faire en follow-up par mail. J'avais quand même juste une question parce qu'il y en a une qui se pose sur la sécurité de solutions en mode SaaS. Alors, moi, j'aurais dit, vu que je suis métier, j'aurais juste dit, moi, surtout, le souvenir que j'en ai, c'est que le gros avantage du SaaS, c'est que je n'ai plus à gérer mes pics de charge au moment des soldes, de mes ventes privées, de tout ça, et j'ai l'esprit plus libre. Mais est-ce que l'un de vous veut répondre sur cette question de SaaS, de sécurité, etc. Ou est-ce que… Ouais, moi, je veux bien répondre. C'est que chez Algolia, si on ne fait pas attention à la sécurité, on gère les catalogues produits, on gère des profils d'utilisateurs, on gère des choses qui sont souvent de l'ordre du privé. Si on ne gère pas ça, on meurt en tant qu'entreprise. Donc, on a une équipe dédiée à ça, jour et nuit. Et on est certainement beaucoup plus dédié à la sécurité qu'une grande partie des équipes IT des grandes entreprises qui ont la sécurité et autre chose à faire. Et ça, le SaaS, pour moi, a apporté ça. Et c'est une spécialisation et des enjeux autour de ces sujets-là qui sont très, très importants. Le deuxième point sur lequel je voulais amener, c'est que les solutions SaaS, souvent, sont déployées et reposent sur les infrastructures des grands providers du cloud qui, de la même façon, ont énormément d'intérêt à maintenir une sécurité importante. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, il y a aussi des aspects légaux auxquels il faut qu'on se plie, en Europe en particulier. Et donc, ce sont des choses qui nous obligent à être vraiment très, très focalisés sur la sécurité et les aspects de vie privée, si on veut pouvoir opérer dans certains pays. Donc, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont vitaux pour les fournisseurs SaaS. Donc, je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'on a un niveau d'exigence au niveau de la sécurité qui est extrêmement élevé et peut-être plus élevé que ce qu'on peut avoir dans le monde des data centers, pas de l'ancien temps, mais qui existe encore, quoi, en fait. Eh ben, on peut dire, David, que tu m'as convaincu. Donc, OK. Et, parce que je pense que c'est une question, voilà, on sait que tout le monde se fait hacker toutes les journées et que c'est devenu maintenant au top de la liste de nos questions. À moins que des panélistes aient une question absolument qu'ils veulent adresser tout de suite, je propose que Manu, tu fasses le mot de la fin. Je voyais qu'il y avait une dernière question et je pense que je vais y répondre avec le mot de la fin. La question, elle était autour du sens du headless, quelque part pour remplacer la solution socle qui serait jamais experte. Ce que j'aimerais que vous reteniez là, de ce webinaire, c'est que, le point de départ, il est forcément autour des enjeux business. Qu'est-ce que vous voulez tirer comme levier de croissance? Quelles sont les solutions qui sont identifiées? Et le headless peut être une réponse à ces enjeux business.
pour répondre quelque part à la question, le deuxième point, c'est que le headless, ce n'est pas systématiquement un projet de replatforming qui vous emmène sur des coûts et des délais qui sont importants et donc peut être dans certains cas un complément à vos solutions socles. Et puis le dernier point, c'est que ça peut faciliter votre organisation et la communion, le rassemblement des équipes métiers et des équipes IT au sein de features spécialisées. Voilà les 3 points que je voulais vous mettre en valeur. Merci en tout cas à tous pour votre écoute, pour vos questions. On espère que ça a créé des réflexions et que ça a alimenté des discussions. Voilà, chacun des acteurs autour de la table se tient à votre disposition pour discuter avec vous de ces enjeux business, de votre actualité, et puis de déterminer ensemble quelle solution peut être adaptée pour répondre à ces enjeux business. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci.